Christina Onassis, la fille du milliardaire Aristote Onassis, morte à 37 ans, victime d'un régime amaigrissant, mais les conditions de son décès restent mystérieuses. Une autopsie a été pratiquée. Christina Onassis, le destin d'une jeune femme comblée, dont la vie privée fut pourtant jalonnée d'échecs et de malheurs. Une brèche dans le monopole des compagnies pétrolières. Les centres Leclerc autorisés par le ministre de l'Industrie, Roger Fourou, à ouvrir une première station-service sur une autoroute. Monsieur Fourou, invité de notre journal. Nouvelle-Calédonie, cela fait 3 jours maintenant que l'on est sans nouvelles des militants indépendantistes libérés après le référendum et qui devraient avoir regagné le territoire. Il y a quelques minutes, le représentant du FLNKS à Paris affirmait que les 26 détenus libérés ne quitteraient pas Paris avant les heures qui viennent. Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche est dominée par la disparition de Christina Onassis, la fille du célèbre armateur et milliardaire grec Aristote Onassis. Elle est décédée à l'âge de 37 ans à Buenos Aires, où elle a succombé à un malaise cardiaque survenu sans doute à la suite d'un régime alimentaire très sévère qu'elle avait suivi pendant ces 2 derniers mois. Pour autant, les raisons exactes de sa mort restent encore mystérieuses. Une autopsie a été pratiquée dont les résultats ne sont toujours pas connus à l'heure qu'il est. Certains diront comment s'apitoyer sur le sort même tragique d'une femme qu'une immense fortune prédisposait au bonheur. Pourtant, sans dire que l'argent ne fait pas le bonheur, comme l'affirme le dicton populaire, il faut bien remarquer, constater que le destin de Christina Onassis fut jalonné de drames et d'échecs dans sa vie privée. Claude Crespo. Apaisée, enfin, la pauvre petite fille riche. Christina était pourtant venue en Argentine pour se reposer dans un club privé. Hier, au bord de la piscine, son cœur a lâché. Évacuation immédiate vers l'hôpital d'El Sol dans la capitale, mais elle était déjà morte. Le corps est alors transporté à la morgue municipale pour une autopsie qui déterminera les raisons de ce décès. Je pense que la thèse de la cure d'amaigrissement qu'on a avancée est tout à fait vraie. D'abord parce qu'elle en a fait plusieurs, qu'elle était sans arrêt en train d'essayer, je dis bien essayer, d'améliorer son image physique, qui lui posait vraiment un véritable problème. À chaque fois que je l'ai croisée, elle avait une espèce de panique dans le regard, dès qu'elle était photographiée, parce qu'elle n'avait pas un bon profil. L'incertitude demeure, mais Christina est peut-être morte aussi parce que la vie a beaucoup exigé de cette jeune femme, née pourtant sous les meilleurs auspices. À 3 ans, elle reçoit comme cadeau d'anniversaire ce yacht qui porte son prénom. À 28 ans, au bras de son 3e époux, le soviétique Kaouzov, elle est titulaire de 217 comptes bancaires et propriétaire de 87 entreprises. Mais son père Aristote a divorcé de sa mère, Atina, laquelle épousera en seconde noces Niarchos, le pire ennemi de l'armateur. En 1973, son frère Alexandre meurt dans un accident d'avion, il avait 24 ans. En 1974, sa mère succombe à une surdose de barbiturique. Et en 1975, Christina accompagne Aristote dans l'île de Scorpios, le père adoré et haï pour avoir abandonné la Calas et épousé Jacqueline Kennedy. 4e union en 1984 avec le Golden Boy français Thierry Roussel. 1 an plus tard, née Atina. Mais la même année, nouvelle séparation. 4 noces, 4 échecs. Je crois qu'elle aimait par-dessus tout sa fille. Tous les jours à Saint-Moritz, elle sortait avec son enfant le matin à 11h et après la sieste à 4h de l'après-midi. Qu'il neige ou qu'il vente, tous les jours, on pouvait la voir main dans la main avec sa petite fille. C'est pour ça que je pense que ça a vraiment été la personne qui lui a apporté le plus de réconfort sur les dernières années. Christina devrait être enterrée dans l'île de Scorpios, la propriété familiale où reposent son père et son frère. Après la fin d'un destin tragique, notre vie quotidienne, marquée ce week-end en France par la décision du ministre de l'Industrie, Roger Fourou, de mettre un terme au monopole des compagnies pétrolières sur les autoroutes françaises. Il a autorisé les centres Leclerc, qui le réclamaient depuis longtemps d'ailleurs, à ouvrir une première station-service sur l'autoroute A26 entre Troyes et Dijon. Avec à la clé, bien entendu, une compétition sur les prix de l'essence dont les consommateurs ont pour une fois toutes les chances d'être les bénéficiaires. Claire Chazal. Jusqu'à présent, seuls les gros pétroliers étaient autorisés à distribuer de l'essence sur autoroute. Ils étaient, disait-on, les seuls à pouvoir remplir certaines conditions coûteuses, notamment l'ouverture 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Résultat, des prix de l'essence plus élevés sur autoroute qu'ailleurs, en moyenne 5,15 francs. Michel-Édouard Leclerc affirme, lui, pouvoir maintenant proposer un rabais de près de 30 centimes et poursuivre son offensive.
Il va y avoir des renouvellements de concessions dès l'année prochaine sur l'autoroute du Sud, sur des tronçons déjà amortis. Nous prétendons pouvoir monter encore une dizaine de stations-service pour généraliser le champ de la compétition. Les pétroliers traditionnels, quant à eux, semblent plutôt résignés. Donc à partir du moment où l'État juge que telle ou telle personne est un partenaire fiable pour distribuer de l'essence pendant de nombreuses années, en investissant, en rendant le service aux usagers qui est demandé, je n'y vois aucun inconvénient. Symbolique, la percée de Leclerc n'en reste pas moins limitée. Ses gros concurrents ne seront pas contraints dans l'immédiat de casser les prix sur autoroute. Voilà, Monsieur Fauroux, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, en compagnie de Claire Chazal qui est à vos côtés. Alors, finalement, ça ne fait pas autant de vagues qu'on aurait pu le penser. Finalement, les compagnies pétrolières ont l'air assez résignées. Je trouve que tout le monde est content. Michel-Édouard Leclerc affiche une belle satisfaction. Les producteurs sont résignés, un peu mieux que résignés d'ailleurs. Ils ont l'air finalement assez sereins. Et moi, je suis très content parce que je pense que tout ce qui élargit la concurrence est bon pour le consommateur parce que ça exerce une certaine régulation sur les prix. Alors, casser les prix, c'est sûrement beaucoup dire, mais je pense qu'il est bon de donner à Leclerc l'occasion de prouver ce qu'il a tant de fois affirmé. Donc vous le mettez au pied du mur là, mais tout de même, tout à fait. Vous cassez là un monopole de fait. Nous savons tous en tant qu'automobilistes que l'essence n'était pas à un prix très bon marché sur les autoroutes. Ça vous choquait ça? Non, d'abord on casse, il a déjà été cassé, parce qu'il n'y a pas simplement les grands producteurs, il y a aussi les distributeurs. Il y a aussi une marque qui va apparaître sur les autoroutes, c'est DINEF. C'est une grande nouveauté, c'est un groupement d'importateurs. Et puis vous savez, dans le prix de l'essence, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a le prix de revient. Il y a les taxes à l'État. Il y a les taxes de l'État, qui sont importantes. Et puis, alors, il y a les servitudes. Et nous veillerons de près, tout de même, à ce que les nouveaux venus fassent aussi bien que les anciens, qui ne faisaient pas si mal. C'est-à-dire qu'ils apportaient quand même aux consommateurs un certain nombre de garanties. Alors, il faut bien sûr que tout ça continue. Claire. Mais alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Ministre, qu'à terme, le gouvernement pourrait ouvrir d'autres brèches dans d'autres monopoles de distribution, comme le livre ou les médicaments? D'abord, on va continuer la brèche qu'on a ouverte c'est ce ici. qu'indiquait Michel-Édouard Leclerc. Puisqu'il y a un programme important d'autoroute, il y a des tronçons qui vont s'ouvrir tous les 6 mois, et puis chaque fois, tous les 6 mois, on introduira des nouveaux venus. Et alors pour d'autres produits comme le livre ou les médicaments? Oui, ne me demandez pas encore mais notre politique, c'est bien entendu d'élargir chaque fois et de diversifier la concurrence. Il n'y a aucune raison que certains secteurs restent confinés, réservés à des opérateurs. Alors, deuxième raison de votre venue ce soir, c'est la grande affaire, la grande interrogation de ce week-end. Hier, le Premier ministre se trouve à Marly-le-Roi, dans la banlieue parisienne. Je restitue à peu près le cadre. Et il dit, j'ai une grande nouvelle que je ne peux pas encore vous annoncer, mais que je vous annonce tout de même un petit peu. Lundi, une grande entreprise française va prendre une position de leader sur le marché mondial. Et elle va installer une société qui emploiera environ 1000 personnes. Aux alentours de Dunkerque. Ça, c'est nous qui l'avons déduit parce que nous avons cherché. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, écoutez, moi, je vais vous dire ce que je sais. D'une part, ce que je sais, et d'autre part, ce que je peux dire. Alors, ce que je sais et que je peux dire, c'est qu'effectivement, Péchinet a conclu avec EDF un très grand contrat pour construire une très grande usine d'aluminium en France. Alors, c'est vrai que Dunkerque est très bien placé, mais le choix n'est pas encore arrêté. Mais ce qui est très important, c'est que pour la première fois depuis très très longtemps, on va construire une usine d'aluminium, non pas en Australie, non pas sur les bords du Saint-Laurent au Canada, mais à l'intérieur de l'Hexagone. Ce qui prouve que la politique d'EDF, qui a conduit à des prix très bas d'électricité, les plus bas d'Europe, porte son fruit, c'est-à-dire qu'on relocalise au lieu de délocaliser. Et pourquoi pas, on va voir peut-être d'autres producteurs, des voisins, plutôt que de payer cher leur électricité en Allemagne, ou en Italie ou en Angleterre, venir construire leur usine en France. Enfin, cette usine va faire 1000 emplois, c'est quand même pas rien. Claire. Mais certains disent aussi que Péchinet s'engagerait dans une opération de plus grande ampleur. Certains disent aussi. Alors, il y a anguille sous roche. Mais l'anguille, elle n'est pas encore sortie de dessous sa pierre. C'est pas moi qui vais la sortir. Parce qu'à partir du moment où un gouvernement s'occupe de faire des affaires, étant actionnaire il doit observer la vertu principale des hommes d'affaires, c'est-à-dire la discrétion. Vous pouvez peut-être nous dire quand même s'il s'agit d'une entreprise américaine ou non. Rachetée par Péchinet ou pas? Écoutez, ça s'appelle tirer les verres du nez, mais pour l'instant vous nous répondez relativement bien par rapport à ce que vous pouviez nous dire. Écoutez, il s'agit de Péchinet, il s'agit des États-Unis,
Mais l'affaire n'est pas conclue, et tant qu'elle n'est pas conclue, elle n'est pas faite. Et je crois qu'il serait tout à fait imprudent, d'abord, de vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué, c'est bien connu, et puis d'autre part, peut-être même de compromettre l'affaire en lâchant des informations pour mettre. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que si ça se fait, les autres... Ça pourrait être demain, mais si ça ne se fait pas, ça sera peut-être plus tard ou jamais. Hein. C'est ça la vie des affaires. Et puis deuxièmement, que ça prouve quand même que nos grandes entreprises ont maintenant le vent en poupe, c'est-à-dire elles sont capables d'avoir de très grands dessins, et dans des pays qui sont très difficiles. Deuxièmement, que le gouvernement est capable en 3 jours de leur donner les autorisations nécessaires et de tout prévoir, et d'être discret. Voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci, Monsieur le Ministre. Sur le plan social maintenant, de nouveaux risques de perturbations à partir de demain dans les transports en commun parisiens, notamment trafic réduit sur les lignes A et B du RER. Et à la direction de la RATP, on annonce que le trafic des autobus sera assuré à environ 60% de la normale. Des perturbations sont également attendues dans le métro parisien. Nouvelle-Calédonie, c'est toujours l'attente des militants indépendantistes libérés après le référendum du 6 novembre, mais qui demeurent, vous le savez, ces militants inculpés dans le cadre de l'affaire de la prise d'otage d'Ouvéa au printemps dernier. Partis de Paris dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ce qu'on croyait jusqu'à ce soir, ils n'étaient toujours pas arrivés aujourd'hui dans l'île d'Ouvéa où ils étaient attendus. Ce mystère fait quelque peu monter la tension sur place et des militants indépendantistes ont même rétabli des barrages sur les routes. Il y a quelques minutes, le représentant du FLNKS à Paris affirmait quant à lui que les 26 détenus libérés étaient toujours à Paris et ne partiraient en fait que ce soir. Et à l'instant même, l'hôtel Matignon, c'est-à-dire la résidence du Premier ministre, vient de confirmer cette information, une information que l'on ignorait jusqu'à cette heure en Nouvelle-Calédonie. Rachid Arabe et Aimé Mayol. Fausse alerte ce matin à Ouvéa. L'arrivée d'un avion affrété dans le plus grand mystère a fait croire quelques instants que les amnistiés de l'île étaient enfin de retour. En fait, à bord de l'appareil se trouvaient les familles des personnes libérées jeudi dernier à Paris. Ce qui est tout de même un signe que le feuilleton sur l'attente des amnistiés d'Ouvéa touche à sa fin, même si personne n'a de certitude. Et vous venez d'où là? De Nouméa, c'est tout. De Nouméa. Ouais. Et vous ne savez pas quand ils arrivent? Non, non, c'est pas. On sait rien du tout. Les parents des amnistiés sont visiblement agacés par l'attente qui se prolonge. Agacés et inquiets, parmi les rares personnes qui ont accepté de nous parler, cette femme, dont le fils de 24 ans vient de passer 6 mois en prison. C'est très dur aussi pour elle de revoir son fils venir. Et les autres ne sont plus là. Ils ne vont plus revenir, les autres qui sont morts. Cette femme vit dans la tribu de Gossana qui a perdu plusieurs hommes lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa en avril dernier. Malgré ou peut-être à cause de la libération des Kanaks impliqués dans cette affaire, la tribu reste un bastion des indépendantistes durs. Des militants certes minoritaires au sein du FLNKS, mais des militants décidés. Ici, les barrages et les armes réapparaissent. Nous tirons ici l'alarme à ce que le peuple kanak ne soit pas en état de folklore. Il faut qu'à partir de maintenant, on revienne sur le terrain, parce que le danger est encore là. Le climat de tension peut-il vraiment reprendre dans le nord d'Ouvéa, un endroit isolé où même les mères de famille aident les enfants à construire des barrages? À l'autre bout de l'île, pourtant, la situation semble plus calme, même si les gendarmes vivent toujours dans un camp retranché. Une présence rassurante pour les anti-indépendantistes qui eux aussi attendent le retour des amnistiés, apparemment avec sérénité. Moi j'attends qu'ils soient déjà au pays, quoi, chez nous, pour qu'on voie qu'est-ce qui va se passer, si c'est calme ou... Vous dites de retour au pays chez nous, c'est toujours vos frères, les gens qui vont revenir. Oui, c'est toujours nos frères, quoi. Malgré les idées politiques, on est toujours des Noirs, la même race noire. Malgré ce qu'ils ont fait, malgré ce qu'ils ont fait. Malgré ce qu'ils ont fait, oui. Propos idylliques de réconciliation ou réalité? Les dépliants publicitaires disent qu'Ouvéa est l'île la plus proche du paradis. Mais on sait aussi qu'elle peut ressembler à l'enfer comme en avril dernier. 6 mois après le drame d'Ouvéa, le retour des amnistiés est attendu ici avec une certaine anxiété.
Et à l'instant même, confirmation de la confirmation, les 26 Mélanésiens ont séjourné à Paris pendant 48 heures, donc de jeudi à vendredi, alors qu'on croyait qu'ils étaient déjà partis vers le territoire. Et ils sont partis donc par avion spécial aujourd'hui en fin d'après-midi en direction de la Nouvelle-Calédonie. La politique française encore avec le congrès du mouvement des radicaux de gauche à Versailles ce week-end. Les radicaux ont cette particularité de ne pas être traversés de courants véritablement hostiles, mais en même temps, chaque congrès pose problème. Cette fois-ci, après avoir réfléchi, débattu et voté, ils ne parvenaient pas à élire leur président. Alors ils ont choisi une troisième voie, c'est-à-dire 2 présidents. Bernard Pradino. On savait que le scrutin serait serré. Même profil des 2 candidats, même volonté d'ancrer le MRG à gauche. À l'arrivée, le poulain de M. Baillet, Yvon Collin, et celui de M. Doubin, Émile Zuccarelli, terminent pratiquement à la photo. Collin 438, Zuccarelli 432, Valquer 8, il y a ballottage. La situation est inédite. Stupeur, panique, les dirigeants se réunissent. Trop tard pour un nouveau tour de scrutin, la salle s'est vidée. Après une demi-heure de réflexion, la solution s'impose, évidente, forcément évidente. Nous avons décidé de vous proposer ensemble, tous les 3, une présidence tournante. Yvon Collin est président ce soir, Émile Zuccarelli le sera l'an prochain. Tous les 2 sont contents. Ce parti, nous nous sommes tellement déchirés au cours des dernières années que je suis très satisfait qu'on ait trouvé cette solution de sagesse qui satisfait en tout cas, je crois, l'ensemble des congressistes. Nous sommes 2 hommes, Yvon Collin et moi-même, qui nous entendons bien, qui avions dit à l'avance que nous serions ensemble au lendemain du congrès, quel que soit le résultat, pour travailler pour ce parti. Je pense que cette solution de présidence tournante est une bonne solution. Les radicaux de gauche, dont l'unité est sauve, ont ainsi renforcé d'un seul coup le club confortable des anciens présidents du mouvement. Parmi les déclarations politiques de ce dimanche, à retenir celle de M. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, au micro du forum RMC FR3, à propos de l'affaire du juge Boulouk, chargé des dossiers du terrorisme en France et inculpé depuis la fin de la semaine dernière de violation du secret de l'instruction sur plainte d'un terroriste arabe actuellement incarcéré en France. Le juge Boulouk avait fait des déclarations à la presse sur les affaires dont il était en charge au printemps 1987. Et pour le ministre, M. Chevènement, un juge doit faire son instruction et non celle de la presse. Un juge d'instruction doit faire son instruction, et pas celle de la presse. Cela dit, un inculpé est présumé innocent. Donc on peut considérer que ce n'est pas parce qu'il est inculpé qu'il est coupable. Disons que comme un homme politique, il doit faire attention à ce qu'il dit. Monsieur Chevènement, encore favorable à la création d'un État palestinien proclamé mardi dernier à Alger, vous en souvenez, considérant que cette déclaration ne remet pas en cause la sécurité d'Israël. Sur ce thème encore, au Caire aujourd'hui, après plusieurs jours et plusieurs déclarations plus ou moins ambiguës, un porte-parole officiel du gouvernement égyptien a déclaré que son pays reconnaissait officiellement l'État palestinien qui vient donc d'être créé à Alger. Ouverture demain à Marseille pour 15 jours du procès de la seconde French Connection de la drogue dans le box, 12 accusés arrêtés en 1986. Cette multinationale approvisionnait en drogue les États-Unis à partir de la plaque tournante installée à Marseille. Les inculpés, sans être des pères tranquilles, le mot est un peu fort pour ces gens-là, étaient des commerçants qui avaient pignon sur rue, d'où le nom donné à cette affaire. Thierry Calmette. Pizza Connection, un film policier spaghetti, non. En janvier 86, ces bonnes adresses de Marseille servaient encore de base au trafic d'héroïne entre l'Europe et les États-Unis, une affaire sérieuse. Derrière le méridional, Mariano Piazza, le gérant des Platanes n'y croyait pas, mais les policiers américains et la PJ de Marseille avaient bien travaillé. 2 kilos d'héroïne saisie ainsi que 600 000 francs depuis 84, des filatures à New York, sur le port de Marseille. Les spécialistes réussissaient à casser le code des trafiquants, achètent une R5 signifiée 5 kilos d'héroïne. Résultat, 12 hommes sous les verrous, restaurateurs, gérants de PMI. À Palerme, le cousin Scarpula a été condamné à 16 ans de prison, 15 ans à New York pour les comparses américains. Le parrain, Paul Mondoloni, le voici abattu à Marseille l'année précédente. Un gros bonnet soi-disant à la retraite, à l'allure aussi banale que celle de ses lieutenants restaurateurs. Procès lundi. L'accusation essaiera de prouver qu'en dépit du folklore marseillais, les affaires des gros bonnets de la drogue prospèrent surtout dans la discrétion.
Société, après la tragique série d'accidents ferroviaires de cette année en France, le ministre des Transports, M. Delebarre, a reçu un rapport sur le renforcement en général des mesures de sécurité, en commençant par une meilleure formation des conducteurs. Pour ce faire, eh bien, la SNCF met en place des simulateurs de conduite qui reproduisent en grandeur réelle toutes les conditions du trafic, les imprévus et les dangers qui peuvent se présenter. Jacques Violet, Jean-Louis Bousset. La conduite des trains, c'est 90% d'observation de l'environnement extérieur et seulement 10% sur le pupitre de conduite. C'est pourquoi la SNCF et la société Giravion n'ont pas utilisé l'ordinateur pour créer des images. Ici, le conducteur en formation voit défiler devant lui une image réelle avec des bruits. C'est une vidéo exacte de la voie ferrée. Nous sommes le premier des réseaux européens à nous doter d'un simulateur. L'outil est maintenant pratiquement au point. C'est avant tout donc un outil qui nous permettra à entraîner les conducteurs à des gestes de métier, car il était difficile de rôder ces conducteurs à des situations qu'ils rencontrent très peu souvent. Et jusqu'en maintenant, l'enseignement reposait avant tout sur l'apprentissage livresque de ces situations. La vitesse de défilement est asservie aux manœuvres du conducteur. L'instructeur peut faire apparaître sur l'image réelle des incrustations. Par exemple, ici à gauche, un feu de signalisation. Le conducteur doit réagir dans des délais très courts. À 150 km/h, il faudra 30 secondes et 1 km pour stopper le train. Très bon réflexe en ce qui concerne le coup de frein, mais pour l'abaissement des pantographes, c'était un peu tardif. Outil électronique sans égal pour la formation des conducteurs, des pilotes. Les simulateurs existent depuis 15 ans dans l'aéronautique et dans l'armée. La compagnie nationale s'équipe avec pas mal de retard. Aujourd'hui, le premier simulateur existe. Dès 1989, les conducteurs seront formés avec ces machines. Les premières neiges s'annoncent sur la France. Il a neigé au-dessus de 600 mètres aujourd'hui dans le département de la Haute-Savoie. Et pour les plus favorisés d'entre nous, c'est déjà la perspective des prochaines vacances d'hiver. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à vous y rendre au sport d'hiver. 28% des Français sont partis plus de 4 jours à la neige en 1987. Il n'était que 17% en 1975. Parallèlement, les régions de sport d'hiver s'équipent de plus en plus, non seulement sur le plan strictement sportif, matériel sportif, mais aussi sur le plan des infrastructures hôtelières ou routières, avec parfois des coups de pouce presque magiques, comme celui accordé à la Savoie qui organisera les Jeux Olympiques d'hiver de 1992. Alain Doubesky, Jean-François Chevet. 4 ans avant l'ouverture des Jeux d'hiver, déjà du nouveau en Savoie, en particulier sur les routes. Alors les véhicules qui actuellement passent par la route que vous voyez, eh bien dans 2 ans, passeront par ce tunnel. Il faut diviser en 2 parties les investissements nécessaires au déroulement des Jeux. D'abord, les dépenses d'organisation. Budget prévu, 2,5 milliards de francs. Ensuite, les dépenses d'infrastructures durables, routes, télécommunications, 4,5 milliards de francs. C'est bien sûr ce deuxième type de dépenses qui intéresse directement la Savoie. Des sommes 10 fois supérieures à celles habituellement dépensées en une année seront investies pour l'aménagement du département. Au rythme actuel de 250 millions de francs qui étaient investis jusqu'à présent par année sur les autoroutes et les routes en Savoie, il aurait fallu environ 15 ans pour réaliser le programme qui sera réalisé d'ici 1992. C'est-à-dire que ce n'est pas avant l'an 2000 que nous aurions eu ce désenclavement routier. Il était urgent pour la Savoie de reconstituer son réseau routier. Les chantiers emploient actuellement 6 à 700 personnes. Ils en emploieront 2000 dès l'an prochain. Les offres d'emploi recensées par l'ANPE de Savoie ont augmenté de 36% en 6 mois. Augmentation importante des permis de construire. Au total, 90% des marchés sont dévolus à des entreprises savoyardes ou régionales. Une évolution rapide, mais qu'en restera-t-il après 92? À quoi serviront réellement ces Jeux? Mieux vendre notre qualité de travail, la qualité de nos sites, nos produits, dans toutes sortes de domaines, aussi bien les produits agricoles, le vin, le fromage, la qualité de notre industrie. Bref, utiliser et valoriser cet effet de levier avec le maximum d'imagination. C'est ce à quoi nous nous employons actuellement. Mais en attendant, dans les stations, on pose les premières pierres. L'impact des JO arrive à point nommé. L'industrie des sports d'hiver en France atteignait sa maturité. Il faut attirer des clients étrangers.
Concrètement, 1% de clientèle en plus, c'est 200 emplois de créés, 60 millions de francs supplémentaires dépensés sur place. Par notre intermédiaire, maintenant, la télévision rend hommage à la photo, dont c'est le mois actuellement. Une exposition est organisée à la Grande Halle de la Villette à Paris, en partie consacrée à l'œuvre d'un des célèbres photographes français de cette deuxième partie du XXe siècle, Robert Doisneau. Robert Doisneau qui avait commencé sa carrière chez Renault dans les années 30. 45 ans après, eh bien, il visite son exposition en compagnie d'un autre ancien de la régie qui, lui, y a passé toute sa vie. Delphine Delasselle, Pierre Moscovitch. Ils ne se connaissaient pas, mais ils ont les mêmes souvenirs. Image d'une jeunesse laborieuse, fière, d'une horloge de pointage, d'un atelier recouvert de suie ou de la courbe d'une Renna Stella. Deux visions d'une même époque. 1934, Robert Doisneau débute sa carrière de photographe professionnel au département publicité chez Renault. Philippe Bouissou travaille déjà depuis 2 ans dans les ateliers d'outillage. Ouvrier hautement qualifié, il restera 35 ans dans la même équipe. Je travaillais pour l'emboutissage, c'est-à-dire les outils mis sous presse. Ils martèlent. Ils martèlent, vous voyez, et puis après ils reprennent sur un tas qui a différentes formes. Vous voyez, ils martèlent de manière à conformer la tôle. Oui, mais monsieur Bouissou, là il y avait une bosse, non? Le photographe peut aussi des fois se tromper. C'est possible, hein? Non, mais voyez-vous, je crois que c'est le style, en un mot, qui fait tout. D'abord la femme, la voiture ensuite. C'est un tout qui nous arrive jusqu'à notre époque. Du temps où j'étais chez Renault, c'est-à-dire il y a près d'un demi-siècle, la publicité était formidablement ringarde. Hein. Les slogans, c'était « Fumer des Celtiques dans une Celta 4 », par exemple. Et alors, quand il y avait à faire des photographies pour le salon, montrant l'aisance à l'intérieur d'une voiture, le confort, comme la carrosserie n'était pas prête, nous faisions ces photos-là à l'intérieur du studio. Alors, des gens assis par terre, avec une direction bidon, et puis tout le monde très décontracté. C'était des gens du service, ce n'étaient pas des modèles, des mannequins. Rudimentaire au niveau de la conception, archaïque sur le plan de la réalisation. Doisneau apprend les ficelles du métier, mais il ne restera que 5 ans chez Louis Renault. L'invention la plus sauvage de ces gens, qui étaient dans le fond des inventeurs inhumains, c'était que quand vous arrivez en retard, le rouleau changeait de couleur et l'heure de votre arrivée était en rouge. Et comme le chef du personnel était un ancien militaire, il plaisantait pas du tout avec la discipline. Alors je me suis fait virer à cause de cette pendule. Ils m'ont rendu service. Un service inappréciable pour les amoureux des bancs publics, immortalisé sur la pellicule du maître quelques années plus tard. Sport et plus précisément football pour terminer. Après la défaite de la France en Yougoslavie, 3-2 cette semaine sera marquée par les Coupes d'Europe et notamment mercredi prochain la rencontre Naples-Bordeaux à Bordeaux. Et les Bordelais ont de quoi s'inquiéter s'ils regardent ces images. Aujourd'hui en effet, en championnat d'Italie, Naples a gagné 5-3 et pas contre n'importe qui. La Juventus de Turin et à Turin, s'il vous plaît. Dominique. Attention Bordeaux, l'équipe de Maradona est en forme et manifestement sait voyager. 3e minute de son déplacement à Turin, premier but de Carneval. Mais l'homme qu'il faudra surveiller, le voici. Careca, le jongleur brésilien. L'homme qui vaut ce soir 3 buts. Le premier avec la complicité d'une défense de la Juve un peu maladroite. Ce qui ne retire rien d'ailleurs au talent du buteur brésilien. Maradona donne le là. Careca joue les finisseurs une deuxième fois du droit. Voilà un avertissement diplomatique aux Girondins. Ils ont appris quelque chose dans l'histoire. La défense de Naples n'est pas invulnérable. Gallia une première fois. Et puis Zavarov, le soviétique, une deuxième fois le prouve. Zavarov aussi a du talent. Ce qui remotive Careca qui inscrit son 3e but de la soirée tranquillement. Un petit gauche lobé, super. De Agostini ramène la Juve à 4-3 sur pénalty, mais Renca confirme le succès napolitain 5-3. Prudence Bordeaux prend garde aux voyageurs italiens. Il ne faudra pas laisser traîner le ballon sur le terrain. Il y avait un tiercé aujourd'hui qui se courait à Auteuil. Vous allez voir les résultats s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 10, l'As et le 7 et ça vous rapporte 1627 francs. Et pour ce qui concerne le quartet, vous ajoutez le 3 et ça rapporte 10 270 francs et 80 centimes.
Voilà, avant de nous quitter, je vous fixe quelques rendez-vous avec l'information. Tout de suite après le journal, les prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Ensuite, aux alentours de 23h30, les dernières informations avec Philippe Gassot. Demain matin, dans les 4 vérités à 7h45, eh bien, Christian Morin recevra Mireille Mathieu. Mireille Mathieu qui sera l'invitée permanente de notre chaîne toute cette journée de lundi. Donc demain, Mireille Mathieu qui est la marraine de notre prochain Téléthon. Quant à demain 20h, ici même, eh bien, vous retrouverez Christine Ockrent. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Bonsoir, bonne semaine, à bientôt.